Bonjour Marc Menant. Richard, bonjour. Voilà, bienvenue sur Ligne Droite, la matinale de Radio Courtoisie. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'idée, c'est que ce 8 mai et ce 9 mai, nous allons consacrer la matinale à parler de la Seconde Guerre mondiale. On en fête les 80 ans aujourd'hui, ou plutôt on fête les 80 ans de la libération officielle. La reddition. Voilà, la reddition. Alors, un intervenant nous dira tout à l'heure que ça s'est étalé entre le 7, le 8 et le 9, puisqu'il y a une première capitulation qui est signée par un maréchal soviétique, et Staline n'est pas au courant, donc il exige qu'on en refasse une autre à Berlin. Et en plus, Berlin avait été pour lui encore une preuve de cet engagement où les soviétiques ont été plus qu'héroïques. Il y a 300 000 morts soviétiques pour conquérir Berlin. Alors vous allez me dire, c'est presque rien comparé à Leningrad où ils en avaient perdu plus de 700 000. Mais néanmoins, ça montre cet engagement, cette férocité dans la lutte, l'esprit de sacrifice, parfois un peu sous la menace des camarades qui sont derrière, et celui qui recule, on n'hésite pas à le faire tomber. Bref, il n'en reste pas moins que Staline voulait qu'on le rende hommage, en quelque sorte, à ceux qui étaient morts, les soviétiques, pour abattre le nazisme. Je dis bien abattre parce que dans cette furia que fut celle des soviétiques, il y a cette idée de la furie telle que nous la revendiquions, nous, dans les grands combats que nous avions menés au cours des siècles. La furia française, voilà, dont on parlait. Alors, effectivement, Staline avait absolument besoin de revendiquer ça parce qu'il avait commencé par pactiser avec l'ennemi. Le pacte germano-soviétique avait été signé, ça a prospéré pendant 2 ans, ça lui a permis de manger les pays baltes et de les remanger d'ailleurs après la guerre. Donc on comprend qu'il avait besoin de se refaire un peu l'honneur. Oui, mais que les soviétiques aient joué un rôle primordial sans ce front de l'Est, malheureusement, jamais il aurait été possible d'abattre le nazisme. Et celui qui est l'élément propulseur, c'est Churchill. N'oublions pas que même les Anglais ont, pour beaucoup dans le corps diplomatique, le désir de, non pas fraterniser avec les Allemands, mais disons d'admettre leur percée et de faire en sorte que l'Angleterre soit épargnée par l'esprit de lutte. Et celui qui dit « mais non, il n'est pas question de céder devant les nazis », c'est Churchill. Mais il se sent seul. Une fois que la France a été obligée de signer l'armistice, vers qui se tourner ? Les États-Unis. Mais sauf que Roosevelt, qui est d'ailleurs en période électorale, il n'est pas spécialement concerné par ce qu'il se passe. Ce sont les événements qui vont le propulser dans la guerre. S'il n'y avait pas eu le Japon, sans doute que les États-Unis auraient été une force d'appui, mais jamais une force active. Et quand Churchill, c'est amusant parce que Churchill, quand il interpelle Roosevelt, qu'il ne connaît pas, il lui dit « un gars de la marine ». Vous savez qu'il avait été soldat. Il lui dit « de la part d'un gars de la marine » au président Roosevelt. J'aime cet esprit de dérision, c'est l'humour de Churchill. Et Churchill demande simplement à ce que les États-Unis s'engagent à fournir les armes nécessaires pour mener le combat contre les nazis. Et il dit, mais on s'endettera, on vous paiera plus tard, mais acceptez qu'il y ait ce principe de crédit. Et ensuite, Roosevelt rusera pour que les congrès américains acceptent l'idée que les paiements arrivent après la signature d'une paix que l'on espère favorable aux Alliés. Et un système d'ailleurs qui profitera aussi à l'Union des républiques socialistes soviétiques. Bien évidemment, bien évidemment. Quand vous avez commencé à rendre hommage à l'armée rouge, comme on disait à l'époque, ça contraste évidemment avec la manière dont en 2024 et 2025, la Russie, à cause de l'Ukraine, a été quasiment oubliée des cérémonies officielles. Je ne sais pas si c'est si récent que cela. Vous savez, il y avait vraiment cette notion bloc de l'Est, bloc de l'Ouest, les salopards de communistes. Et si on était un rouge, immanquablement, on était pour la dictature, on était pour l'horreur du goulag. Et il y avait une telle défiance, un tel rejet de ce principe qui était une menace pour notre conception de la liberté, qu'il n'était pas question de valoriser et les rouges, et en plus Staline, le salopard des salopards, l'homme qui a quand même du sang sur les mains, aussi bien dans
le traitement de son propre peuple que dans le traitement des Polonais. N'oubliez pas comment il fait assassiner les officiers polonais. Donc, cet homme-là est un infréquentable. Ce qui est étonnant aussi, c'est quand on regarde les rapports qui se tissent entre Roosevelt et Staline. Dans un premier temps, on a la sensation que Roosevelt a la fascination de cet homme. Parce qu'il représente une sorte de force, quelque chose qui permet de tenir face à ce rouleau compresseur qui tente de gagner le monde. Et il regarde ce Staline qui refuse l'affaissement, qui se dresse et qui dit « on l'emportera ». Et je pense aussi qu'il n'a pas du tout la curiosité de faire attention aux rapports qui lui sont donnés par les services secrets. Les services secrets américains, depuis longtemps, lui disent « mais Monsieur le Président, c'est terrible ce qui se passe en Union soviétique ». Il ne veut pas voir cela. Il retient, lui, les images de la propagande, d'un peuple qui vit différemment, mais qui connaît une certaine prospérité. Et puis aussi, quand il apprend comment les Soviétiques se battent, cet esprit de sacrifice, il se dit, c'est pas possible. Si des gens vont aussi loin dans la lutte, s'ils sont capables de tomber derrière les uns derrière les autres, c'est qu'immanquablement, ils sont au service d'un système idéal, un système où l'homme se trouve dans sa capacité à sa propre réalisation. Il est presque, non pas envieux du système communiste, mais il n'a pas du tout l'idée de ce qui se passe, il ne veut pas le voir, et donc il voit en Staline un égal, je dirais, dans la manière d'envisager une humanité qui serait une humanité dans laquelle tout à chacun pourrait prendre sa place. Alors, on sait que Roosevelt est effectivement un grand idéaliste, et vous avez raison de le rappeler, même le New Deal a quasiment des aspects socialistes. Mais bien évidemment. Qui sont peut-être étonnants aujourd'hui quand on en parle, mais il y avait une étatisation, il y avait, on ne peut pas dire une soviétisation, mais il y avait malgré tout une empreinte de l'État jamais vue aux États-Unis jusqu'à cette époque-là. Oui, mais il ne faut pas oublier que le capitalisme, dans sa forme relativement brutale, du début du XXe siècle, et puis après donc la guerre de 14, ça conduit quand même à l'effondrement de 1930. C'est-à-dire que on ne peut pas penser que les États-Unis, qui sont dans le gouffre après cet effondrement boursier, pourront s'en redresser en repartant sur les bases initiales qui étaient celles de la production pour la production, sans tenir compte d'un minimum d'effets de considération des employés. Et sans le New Deal, enfin moi je crois, sans le New Deal, jamais l'Amérique n'aurait pu devenir la grande Amérique. C'est là où on s'aperçoit que d'un côté comme de l'autre, si on est dans le dogme libéralisme, ultralibéralisme comme on le vit aujourd'hui, ou le dogme rouge, c'est-à-dire le communisme pour le communisme, dans les deux cas, on est dans le fourvoiement. Et là j'ai une tendresse pour Roosevelt. Je me dis que cet homme-là avait non pas le sens du compromis, mais se rendait bien compte que les hommes, dans leur diversité, ne peuvent pas se fonder sur un système intransigeant. Et il a instillé ce qui me semble indispensable, parce que sinon, regardez, c'est ce que l'on vit aujourd'hui. Vous avez la sidérurgie qui, à nouveau, entre en crise, des gens qui travaillent au quotidien dans des conditions extrêmement pénibles, et puis on leur dit, bon, bah écoutez, au nom de la rentabilité, on va faire travailler, on va aller mobiliser du personnel au bout du monde, et tant pis pour vous. Et ça, eh bien, le New Deal, c'est une forme de rééquilibrage, un rappel, je dirais, à la considération humaine dans le capitalisme. Pardon. Non, mais on est sur Radio Courtoisie, rappelons-le. Donc, le fait de critiquer le capitalisme autant que le soviétisme, ça me paraît très bien. Ni trust ni soviet, comme on chantait il y a quelques dizaines d'années. Revenons quand même sur la Seconde Guerre mondiale, avec cette idée que vous avez soulignée tout à l'heure, que de toute façon, si la Russie avait fini par faire partie des célébrations
du 8 mai 1945, pendant quelques dizaines d'années, en fait, les Russes étaient quand même tenus à bout de gaffe. Il y a eu une espèce de dégel, et donc là, la Russie a pu à nouveau être invitée. Sur les 50 ans de carrière de journaliste qui sont derrière vous, et comment est-ce que vous avez senti fluctuer les représentations de la Seconde Guerre mondiale et de cette victoire ? Dans ma vieille mémoire, les choses sont un peu confuses. Néanmoins, j'ai le sentiment qu'émerge la reconnaissance de l'effort soviétique dans cette victoire à partir de l'effondrement du mur de Berlin. C'est-à-dire que soudain, les soviétiques sont fréquentables. On reconnaît les atrocités du régime communiste et il n'est donc plus menaçant de la même manière. C'est-à-dire jusque-là, c'était cet affrontement, cette idée que si on était contre le capitalisme, c'était épouser les thèses communistes, mais que le communisme conduisait à une barbarie qui était encore plus détestable que les manquements du capitalisme par rapport à l'humanisme que l'on doit à tout à chacun. Alors là, cet effondrement du mur donne une sorte d'espoir. D'abord, il n'y a plus deux blocs qui s'opposent. On peut peut-être entrer dans une sorte d'harmonie. On peut peut-être arriver à composer les éléments philosophiques et se donner un nouvel élan. Et on a un devoir. Les historiens peuvent afficher ce qui s'est passé. On les lit enfin et on a un devoir de prendre en considération la réalité. Mais elle n'est possible que parce qu'on n'appartient pas à un autre camp. Sinon, vous êtes dans le camp du mal. Vous ne pouvez pas dire cela. C'est un peu comme quand aujourd'hui vous battez contre la médecine. Vous êtes le type qui est contre une tyrannie et on ne cherche pas à savoir si vous avez raison ou pas. Non, vous êtes un monstre parce que vous détruisez l'espoir d'un progrès conquérant, d'un progrès qui s'impose et qui théoriquement permet à l'homme de sortir de toute la responsabilité qui doit être la sienne dans son quotidien et comment éventuellement la santé échoue à tout à chacun. Non, c'est le médicament ou le vaccin qui doit vous épargner les périls de ce qui vous attaque et qui est soit le petit salopard de microbes, le virus, etc., soit le cancer qui est quelque chose, un monstre qui vous tombe dessus. Mais quelles sont les origines de cela ? Est-ce que le corps lui-même n'est pas capable de créer des systèmes de défense ? On ne se posera pas la question. C'est à un moment donné, il y a une parole qui fait autorité, une parole magistère, et aujourd'hui, c'est la tyrannie de la médecine. Pardon, cette petite dérive, mais je crois que c'est intéressant de montrer comment on est otage comme ça de systèmes qui nous accaparent et qui interdisent la réflexion. Et donc là, on est otage du système qui nous explique que la Russie ne doit être réduite qu'à son présent immédiat, plutôt qu'à cette défense. Bien évidemment. De même que Staline, à un moment donné, évidemment représentait à juste titre d'ailleurs le mal absolu, et qu'après, brusquement, une fois Staline disparu, grâce à la libéralisation, somme toute modeste, du régime communiste, on pouvait à nouveau faire des affaires avec lui. D'ailleurs, les communistes français ne s'en sont pas privés. Souvenons-nous de Doumingue, le milliardaire rouge. Non mais Richard, non mais il n'y a pas que ça, même la Chine, regardez. La Chine, elle est devenue fréquentable. C'est quand même extraordinaire, elle est fréquentable au niveau des finances. Mais son système n'est pas un système de pourriture où elle est très bien là-dedans. Mais on s'en fout. On retient simplement que son élite participe à notre engrenage capitaliste. On ne veut pas savoir si le pauvre bougre, lui, est victime d'une sorte de machination, de machine qui le broie. On s'en fout du moment que ça permet de rester dans notre système économique. Alors, revenons une fois de plus à la Seconde Guerre mondiale, mais vous avez raison, parce qu'on voit bien que cette Seconde Guerre mondiale est la matrice de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Et il en est sorti peut-être du bon, les 30 Glorieuses. Voilà, après tout, on a connu une période de prospérité un peu étonnante, en tout cas très inédite dans l'histoire française. Oui, Richard, 2 secondes. Là encore, on dit, ces 30 Glorieuses, je les ai vécues, j'étais gamin. N'oublions pas qu'il y avait déjà... J'évoquais la sidérurgie il y a quelques secondes, elle s'effondrait. Il y avait des luttes parce que la mutation du système de production faisait déjà tomber des emplois. En revanche, pourquoi il y avait cet élan ? Parce que le progrès,
on pouvait l'acquérir, c'était la machine à laver. Moi, ma mère allait aller faire le ménage, et surtout quand il fallait passer à la lessive. Elle avait de grandes lessiveuses qu'on plaçait sur un grand feu, on faisait bouillir, et puis elle chargeait ça sur une brouette, elle allait au bout de la rue et lavait cela dans le petit ruisseau. Et soudain, eh bien, la femme échappait à ses servitudes. Je dis la femme parce que malheureusement, l'homme était trop occupé à son travail. Là aussi, il n'était pas l'homme dominant la femme. Il était l'homme qui était dans la servitude du travail, qui travaillait 12 heures, parce qu'entre le temps de transport, le temps à l'usine et revenir, et puis la femme, eh bien, c'était ce quotidien. Et soudain, on échappait à cela. Vous n'aviez plus besoin du gars qui venait vous vendre l'été des morceaux de glace. Vous aviez le réfrigérateur. Nous, on n'avait pas les moyens d'avoir la télévision, mais on avait la radio. Et c'était magique, la radio. Elle vous parlait, elle vous susurrait à l'oreille. Vous aviez des chansons qui vous venaient. Et c'est tout cela qui donne cette illusion de la prospérité des 30 Glorieuses. Mais je crois qu'il faudrait modérer le propos. Alors, on va le modérer, justement, parce que l'une des conséquences de la Seconde Guerre mondiale, c'est le plan Marshall. Autrement dit, c'est le moment où l'Amérique, de Roosevelt, qui meurt quelques semaines après, décide... Non, mais Roosevelt meurt avant. Roosevelt ne sait pas. C'est Truman qui est président. Oui, je veux dire, Roosevelt meurt quelque temps après les conférences de Yalta. Voilà. Mais avant la signature du 8 mai. Oui, avant la signature du 8 mai. Vous avez parfaitement raison. Et donc, Truman met en place le plan Marshall. Oui. Et donc là, les États-Unis décident, de se payer sur la bête. Et donc, effectivement, de reconstruire l'Europe à leur manière et en imposant les schémas économiques qui sont ceux des États-Unis. C'est Trump aujourd'hui. C'est la logique de la gangrène économique. C'est comment imposer nos produits. C'est l'impérialisme financier américain. Quand j'étais gamin, donc je suis né en 1949. Ne me dites pas mon âge, pour moi j'ai 45 ans, je resterai à tout jamais à 45 ans. Je peux en témoigner. Donc, je me souviens des camions sur le marché. J'habitais Meulan, dans les Yvelines. Il y avait le marché, si ma mémoire est bonne, c'était le lundi. Et vous aviez soudain de grands camions qui se présentaient, Coca-Cola. Et on vous distribuait le Coca-Cola. Alors moi, mes parents, il n'était pas question de toucher des trucs comme ça. Mais néanmoins, c'était comment faire en sorte que l'être humain ne soit plus un citoyen, mais devienne un consommateur. Un consommateur aveugle, sans savoir ce qu'il y avait dans son verre, sans savoir si le Coca-Cola était autre chose qu'un goût, sans savoir si le Coca-Cola, dans son concept même, était un toxique. On s'en foutait. Il fallait consommer du Coca-Cola. Il fallait consommer des jeans. Il fallait. Et je me souviens même, quand on est parti pour la première fois en vacances, ça devait être en 1955, 1956, on est allé à Villerville, dans un camping, à la sortie du village, et on n'avait pas les moyens d'acheter une tente. Mon père a loué une tente américaine qui était une tente qui avait servi au débarquement. Une grande tente que l'on a plantée dans ce camping, et on est allé à la ferme chercher du foin pour pouvoir, tel Jésus, si je puis dire, le jour de la naissance, avoir le lit pour se reposer. Voilà comment les Américains nous avaient envahis. Alors, je trouve remarquable que vous nous parliez de l'invasion américaine, puisqu'on a l'impression qu'il y a d'abord cette invasion mercantile par les produits et une invasion aussi intellectuelle. Aujourd'hui, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale est dominée par la manière dont les Américains ont décidé de raconter l'histoire. Forcément, c'est-à-dire que on est dans cette logique. Je vous dis, Trump est tout à fait l'enfant de cette Amérique-là. Quand vous alliez au cinéma, on allait au cinéma une fois par semaine, c'était dans le cadre du patronage, et on était là, sinon on n'avait pas les moyens d'aller dans une salle. Et on vous proposait quoi ? On vous proposait soit un western, soit un film sur la Grande Amérique se battant contre le Japon, soit la Grande Amérique qui libérait la France, qui libérait l'Europe, la Grande Amérique, sans laquelle il n'y avait pas cette chute de ce système barbare qu'était le nazisme. Même la Grande Amérique avait contribué à faire surgir, puisque les financiers américains avaient... Bien évidemment. Mais
dans tout cela, même Churchill, il devenait un petit figurant sans Churchill. Il n'y a pas cette victoire contre le nazisme. Churchill est un personnage très ambigu. Il est fascinant à bien d'un titre. D'abord, intellectuellement, je crois que c'est un homme d'une envergure qui dépasse l'exception. C'est un homme aussi qui n'a pas de morale spécialement. C'est un homme qui est habité par une mentalité qui est celle du XIXe siècle, d'une Angleterre toute puissante, d'une Angleterre de l'Empire. Le parcours qui est le sien, qui le voit fils de grande famille, mais méprisé par ses parents, et il voudra toujours prouver à son père qu'il aurait mérité de l'amour. Il se retrouve en Inde et il fait partie de cette armée qui est là, qui jugule les Indiens. Ensuite, il ira en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, même chose. Il est du côté de la trique. Il est fait prisonnier, il a une évasion invraisemblable. Et cet homme-là, dans le même temps, est celui qui court le monde en essayant d'être journaliste. La puissance qui est la sienne, le conduit à être à la tête des armées anglaises. En 1915, malheureusement, il y a l'échec des Dardanelles. Il est jeté. Et cet homme-là, à la fois, c'est un mélancolique, un homme d'un enthousiasme invraisemblable et qui, le lendemain, choix dans la détresse mentale. Il a le dessein pour le revigorer. Et puis une conviction incroyable. Cette conviction d'un esprit de lutte. Et c'est ça qui le conduit à faire front devant tout le monde. Il doit s'imposer à ce gouvernement anglais. Comme je disais tout à l'heure, Chamberlain et compagnie, ils disent « mais il faut traiter avec les Allemands ». Il se retrouve seul. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a deux hommes de solitude. Il y a Churchill et il y a De Gaulle. Sans Churchill, il n'y a pas De Gaulle. Et De Gaulle émerge en Angleterre avec sa petite valise. Il est représentant d'abord, là encore, sans les circonstances, De Gaulle, qui a été nommé peu de temps avant l'armistice, qui a été nommé secrétaire d'État aux affaires étrangères armées, et s'il n'est pas mandaté pour aller en Angleterre, il ne connaît pas Churchill. Et c'est grâce à cela qu'il a un premier point d'appui. Et Churchill, quand il le voit arriver, lui dit « mais vous êtes qui, vous ?» Et De Gaulle dit « mais je ne suis rien, je ne suis personne. » C'est le seul moment de lucidité de toute sa carrière, c'est incroyable. Non, mais je suis la conviction. Je suis la France. Mais c'est complètement faux. Je suis pas un admirateur inconditionnel du général de Gaulle. Mais à ce moment-là, ces deux personnages, si on fait un effort d'imagination, il y en a un qui est dans une fragilité de pouvoir, c'est Churchill. Il y en a un autre qui n'est rien et qui dit il faut se dresser. Et sans De Gaulle, le jour de la reddition, De Lattre n'est pas là. La France n'aurait pas été représentée. Sans De Gaulle, les Américains qui avaient déjà formé une monnaie pour l'imposer en Europe et en particulier en France, les Américains, nous aurions été une colonie américaine. Oui, vous citiez Roosevelt tout à l'heure, mais il avait quand même prévu de dépecer la France, de filer une partie de la France aux Italiens, une autre à la Hollande, qui aurait au passage bouffé la Belgique, une troisième aux Allemands, parce qu'après tout, la Ruhr et l'Alsace, autant les réunir. Mais là encore, Churchill joue un rôle prépondérant. C'est-à-dire que Churchill est notre protecteur. Et Churchill veille à ce que De Gaulle, qui l'agace parfois, parce que cet histrion qui dit « je suis la France », mais ça l'emmerde. Et pour autant, il comprend. Et ces deux personnages, c'est vraiment « je t'aime moi non plus », faut un couple sans jamais se le dire, mais je pense qu'ils puisent l'un l'autre une force morale qui les propulse. Et Churchill fait des concessions à De Gaulle contre son intime conviction presque. C'est quand De Gaulle envisage de faire un débarquement en Afrique. Bon, il cède, et puis c'est un échec. Mais néanmoins,
Sans De Gaulle, il sent bien qu'il y a quelque chose qui n'ira pas. Et n'oublions pas que Roosevelt ne veut pas de De Gaulle. Pour lui, il dit c'est un apprenti dictateur. Quel est ce type qui se dit je représente la France, général de quoi? Il veut Giraud, qui lui s'est évadé des camps nazis. Donc, il y a là quelque chose d'invraisemblable. Quand on est sur le plan humain, que d'instants de solitude l'un et l'autre ont dû connaître. Des instants où vous êtes rongé par le doute, où vous dites « c'est pas possible, tout est foutu ». Et quand aujourd'hui, dans notre quotidien, on se sent autant appauvri de nos forces vitales, il faut essayer de se dire « et si on avait été à la place de ces gars-là » ? Oui, alors c'est ce que Fillon voulait faire. Hein. Il prétendait être à la place de De Gaulle. Non, mais je parle de la force mentale. J'ai bien compris, pardonnez-moi, je redeviens trivial. Voilà, mais faut dire, nous sommes en train de vivre sous Emmanuel Macron, et ce qui fait qu'on a un peu de mal à évoquer en permanence les grands exemples. Moi, je dirais pas qu'on vit, on survit. Voilà. Merci de l'avoir dit, Marc Menon. Sur cette Seconde Guerre mondiale, on a un peu abordé cette influence américaine, ce rôle exceptionnel de personnalité que rien ne destinait en fait à être à ce point-là exemplaire, quel que soit le jugement qu'on porte sur l'intégralité de leur action, De Gaulle et Churchill, et même Roosevelt et même Staline, on a encore quand même le sentiment qu'aujourd'hui, on présente cette victoire du 8 mai 1945 comme étant la pierre angulaire de la fondation d'une civilisation qui ne doit pas changer, qui est cette civilisation internationale, cette civilisation mondiale, cette civilisation où on pourrait presque renouer avec un idéal de concorde universelle. C'est parce que, là encore, on a essayé très succinctement d'esquisser le personnage de Churchill. Churchill, c'est un homme d'empire. C'est la grande Angleterre, où le soleil ne se couche jamais. Il n'y a pas un point du globe qui échappe aux Anglais. C'est l'Empire. Staline, c'est l'Empire. Et Roosevelt, c'est quoi? C'est le désir d'un capitalisme conquérant qui devient un empire financier et qui donc domine la Terre. Et De Gaulle, c'est autre chose. De Gaulle, c'est une idée de la France. Et cette idée de la France, pour lui, le catholique, c'est d'ailleurs assez paradoxal, c'est aussi l'idée d'une culture qui n'est pas spécialement la culture catholique qu'il pense incarner. C'est cette culture des Lumières qui est une culture qui va contre l'esprit catholique, entre guillemets, c'est-à-dire c'est cette idée que l'homme doit s'affranchir de Dieu, non pas ne pas reconnaître Dieu, mais ne plus être sous le joug de la religion, avoir le droit de dire « je ne crois pas en Dieu », mais Voltaire était un déiste. En revanche, des gens comme Vanini se battent pour avoir le droit de dire, et Vanini, on lui coupe la langue, il est sur le bûcher en 1598 à Toulouse, simplement parce qu'il dit « moi je doute de l'existence de Dieu ». Et il écrit, il a une plume grivoise, une plume un peu osée, et c'est inacceptable à l'époque. Mais cet esprit des Lumières, qui prospère avec Diderot, avec l'encyclopédie, etc., c'est ce qui anime les révolutionnaires. Effectivement, ça anime les gens qui considèrent que l'État surpasse l'individu, ça anime les gens qui considèrent que l'élite a le droit d'opprimer le peuple, parce que Voltaire et Diderot ont des paroles absolument stupéfiantes sur ce qu'on n'appelle pas encore le prolétaire. Le projet d'éducation des masses de Voltaire, c'est à partir de 7 ans, l'enfant travaille et ça ne sert à rien de l'éduquer, c'est réservé aux classes sociales. Vous me pardonnerez, Marc Menon, sur les Lumières, je pense qu'on a des lectures qui sont un peu différentes, je vois dans les Lumières la source de tous les totalitarismes contemporains. Non, moi c'est le contraire. Je pense que les Lumières restent un exemple qui conduit d'ailleurs à la laïcité. Et la laïcité, c'est quoi? C'est à un moment donné, l'homme est face à son destin. Ceux qui estiment qu'ils doivent cheminer sous la protection céleste, soit en solitaire, il est déiste, ou il est protestant, ou il est je ne sais trop quoi, soit avec un intermède qui est la religion. Alors chez nous, il vaut mieux que ce soit quand même la religion catholique. C'est offert à tout le monde. C'est ça l'esprit des Lumières. C'est comment l'homme peut s'inscrire dans une envergure intellectuelle, dans un esprit de liberté. Comment il peut s'appartenir. Mais vous me décrivez le Voltaire, oui, qui est un homme d'affaires.
qui est un affairiste. Un négrier. Oui, mais bon, à l'époque, on ne se posait pas ce genre de questions parce que non, mais tout le monde était négrier. Les Arabes étaient négriers. Sans les Arabes et sans les tribus qui se faisaient la guerre en Afrique, qui vendaient aux Arabes leurs prisonniers, et on savait très bien qu'ils devenaient esclaves. Il n'y aurait pas eu de traite des négriers. Donc tout le monde là-dedans tape dans la sauce. Mais faut pas avoir notre regard moral de l'époque. Et peut-être que si on a ce regard moral, c'est grâce aux Lumières. Il y avait déjà Saint-Vincent de Paul qui n'était pas trop un homme des Lumières. Mais je veux dire par là. Mais les Lumières, c'est quoi? C'est le christianisme en dehors de la religion. Excusez-moi. Non, mais je trouve la formule est excellente et notamment une fois de plus dans ce qu'elle a produit. Mais on n'est pas là pour. Non, mais c'est le message de Jésus. C'est le message initial de Jésus. Ça me paraît compliqué de lancer en une minute. Non, mais bien sûr. Il nous reste peu de temps, une vraie discussion. Non, mais c'est fascinant parce que vous avez, à travers toutes ces digressions, bien fait comprendre aux auditeurs de Radio Courtoisie que cette Seconde Guerre mondiale, c'est pas juste une série de faits historiques, c'est en fait une civilisation qui naît, qui s'écroule, qui se constitue, et qu'on avait bien un enjeu qui n'était pas juste une conquête territoriale. Il s'agissait de lutter contre un totalitarisme nazi qui entendait régenter le monde d'une manière purement raciste, et que d'autres empires se sont levés à son encontre, l'empire communiste, l'empire britannique et même l'empire français d'une certaine manière, avec à chaque fois des conceptions philosophiques fondamentales qui se sont affrontées. Oui, et le délire d'Hitler, le délire morbide d'Hitler est un délire impérialiste aussi. Absolument. C'est l'Empire, l'Allemagne dans toute sa puissance, etc., avec une déviation, oui, qui est liée à cette imposture intellectuelle qui a germé dans sa tête. Mais on est avec des schémas qui accaparent les hommes et dont on doit se défier à chaque seconde. C'est ça qui nous rend malheureusement otages de toutes les barbaries que nous vivons encore aujourd'hui, parce que chacun, plutôt que d'être dans un questionnement permanent, aime s'arrimer à je ne sais quel précepte, et ce précepte est en soi une dictature et donc une imposture. Merci beaucoup Marc Menant. Sur Radio Courtoisie, nous allons refuser cette dictature et ces impostures, et bienvenue dans cette longue série d'émissions. Merci mille fois d'avoir été avec nous. Merci à vous, Richard.